l'enregistrement. Bon, une coupure. Et donc là, on va retourner un petit peu. J'avais refait un document avec un petit peu plus de détails sur les différentes couches du modèle OSI. Parce que de toute façon, ça sera un élément. Je reposerai des questions de toute façon forcément pendant les révisions. Après, potentiellement, des maîtres de stage éventuellement peuvent vous parler de l'OSI, vous poser des questions dessus, potentiellement pour voir ce que vous avez retenu. Après, c'est possible que dans ceux qui auraient éventuellement eu des entretiens et tout, est-ce que vous auriez eu éventuellement déjà des questions par rapport au modèle OSI? Ok. Les autres? Pardon. De toute façon, c'est sûr que le jury, de toute façon, va poser un peu de questions dessus. En général, c'est donc du coup l'ordre des couches, les protocoles associés, mais éventuellement, ils peuvent demander du coup un peu plus exactement à quoi peuvent correspondre certaines couches. Donc c'est ça qu'on va redescendre. Et de toute façon, je reposerai des questions et tout avant avant l'épreuve pour être sûr que ça soit bien compris. Pas forcément que vous sortiez en mode robot ni quoi que ce soit, mais que vous arriviez à expliquer avec vos propres mots ce qui contiendrait les différentes couches et à quoi elles correspondraient. Donc dans ce document-là, il est... j'ai dû le mettre dans le réseau normalement. Le réseau. Voilà, modèle OSI. Donc ça, c'est un complément du petit tableau que je vous avais fait qui récapitulait et qui emmenait sur les liens de Wikipédia de chaque page. Donc, dans les normes, la couche 1, c'est toujours celle qui est la plus basse dans l'ordre, et la couche 7, c'est du coup celle qui est la plus haute. Et dans l'ordre, du coup, si c'est au niveau d'une application qu'on lance quelque chose, bah, elle va descendre les 7 couches, et ensuite elle va remonter à partir de la couche 1 sur le deuxième PC. Donc, ici, la couche 1, la couche physique. C'est pas la plus compliquée, puisqu'il s'agit de tout ce qui est connecté par des câbles, notamment tout ce qui est les câbles RJ45 et Ethernet, qu'on appelle aussi, vous pouvez trouver en référence par 10 T-base, 100 T-base, 1000 T-base. C'est ça qui apparaît sur l'autre document que je vous avais fait, qui est ici. Je vais l'afficher en même temps pour switcher entre les deux. Lexique pour OSI. Donc ce tableau-ci. Voilà. Donc là, 10 bases, base TX, tout ce qui est la DSL aussi fait partie de la couche 1, le branchement même de la DSL physiquement. Le wireless, mais uniquement
dans le cadre où c'est un USB qui est connecté, où c'est un dongle Wi-Fi, c'est pas la connexion Wi-Fi elle-même. Donc on retrouve le Bluetooth quand même qui est en Wi-Fi, mais enfin sans fil, mais on le retrouve quand même ici. Plus d'autres plus spécifiques. Mais voilà, il faut en connaître quelques-uns pour pouvoir les mettre en face. On ne demande pas de connaître tout forcément, parce qu'il y a des trucs c'est plus spécifique. Mais en tout cas, ici, là, les 100 bases T, 11 bases T et tout, c'est les RJ45. Et après, le chiffre, ça dépend de la vitesse. Et donc, l'unité de base, c'est les bits. Donc, le 0, le 0 et le 1 qui composent la base binaire, qui est la base du langage informatique. Donc, la couche 1, c'est ça, c'est les bits. Et donc, dans les protocoles, là, ici dans le Wi-Fi aussi. Bluetooth, ADSL, voilà, c'est d'en retenir quelques-unes. S'il y a des questions à des moments, n'hésitez pas. Je regarderai de temps en temps. Donc, la liaison de données. Donc là, il faut savoir que ça constitue, c'est le transfert, c'est via le MAC. Et chaque carte réseau a une adresse MAC. Chaque port réseau, plus précisément, a une adresse MAC. Pas juste la carte. Chaque port. Donc là, ça permet du contrôle d'erreurs pour les transmissions et tout. Et Ethernet, ça gère du coup l'encapsulation des paquets dans les trames. On le fera, je pense, demain de regarder un paquet en détail ou tout à l'heure. Je vais voir, mais je pense qu'on le fera plutôt demain. Parce que j'ai reposé la question, parce que c'était Elian qui me reposait la question, euh, Eliane, pardon, s'il pouvait interroger sur le détail d'un paquet et tout, ou du moins d'une trame réseau au niveau du jury. La réponse est non, ou alors s'il pose la question, c'est un peu dans l'entête, dire que dans l'entête d'une trame, s'il y a les adresses MAC d'origine et l'adresse MAC source, et que dans l'entête du paquet, c'est l'IP source et l'IP de destination. On va pas vous demander plus de détails que ça éventuellement. Sauf après, si vraiment ils ont l'impression que la personne en face connaît bien et tout, ils vont peut-être essayer de pousser, mais de base, non, ils iront pas plus que ça. C'est pas dans le métier d'arriver à analyser l'intégralité et de connaître par cœur toute une trame ou tout un paquet, comment c'est organisé. Mais on jettera quand même un œil pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Notamment, on fera du coup un petit essai sur paquet de traceurs avec un paquet tagué avec un VLAN et un paquet non tagué avec un VLAN pour voir la petite différence qui se produit. Mais c'est pas la peine de connaître la constitution entière d'une trame. Juste un petit peu l'entête de préciser du coup les Mac d'origine, Mac destination, et éventuellement dire que dans l'entête c'est là qu'on va retrouver aussi le tag du VLAN s'il y en a un. Au niveau du VLAN dans le réseau, j'ai mis un document et une petite vidéo sur parler des domaines de broadcast, justement par rapport au VLAN.
en quoi c'était utile de réduire la taille des délais de broadcast en créant notamment des VLAN. Donc j'ai rajouté un document et une petite vidéo là-dessus, dans Réseau. Donc ici il y a quelques protocoles, mais vous pouvez en retrouver ici. Et en fait, du coup, la liaison, c'est aussi basé sur sur comment le bus et tout aussi. Le frame relais qui permet de faire transiter certaines informations. PPP, c'est pour la connexion ADSL. Le Wi-Fi passe aussi par ici. Donc ça, c'était la couche 2. La couche 3, le réseau. C'est donc là qu'on va commencer. C'est la couche qui travaille, qui commence à travailler directement sur l'adresse IP elle-même. Donc l'adresse IP, ce qui permet, qui est unique pour chaque machine à l'intérieur d'un même réseau. Si vous avez deux qui sont pas dans le même réseau, qui ont la même adresse, et ben vous allez vous retrouver avec un conflit entre les deux. Et donc c'est pour ça que des fois, vous avez des éléments qui ne fonctionnent pas. Parce que du coup, vous avez deux adresses qui sont identiques. Donc c'est pour ça qu'il faut, sur les infrastructures avec VMware, éviter du coup les deux premières adresses qui sont en réalité déjà occupées. Donc ici, l'unité, ça sera le paquet de données. Après la trame. Donc de retenir au moins les trois premiers déjà. Donc le bit, la trame, le paquet. Savoir les expliquer un peu ce que c'est du coup. Et donc le paquet, c'est ce qui contient vraiment tout le message en entier. Avec l'adresse IP où il doit aller et le contenu du message qu'il doit envoyer. Donc après, quand on envoie une donnée, souvent elle est scindée en plusieurs paquets pour optimiser la, la distribution. Et du coup, après, il le reconstitue à la fin. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir un réseau qui soit stable. Sinon, bah, quand il risque d'y avoir des morceaux qui ne sont pas arrivés. Donc du coup, le message de l'autre côté serait incomplet. Mais comme du coup, il y a les échanges et tout, il va savoir qu'il manque des morceaux, donc il va pouvoir le renvoyer éventuellement les morceaux manquants. Donc si justement il y a eu des erreurs et tout de routage, qu'il y a eu des pertes, bah du coup ça sera signalé pour pouvoir corriger. Donc là, si on vient ici, dans les protocoles, bah du coup à retenir, qui est facile, c'est l'ARP, l'ICMP, le protocole IPv4, IPv6. Après, bah, vous retrouvez des notions qu'on a vues aussi, le RIP, le IGRP, l'OSPF pour le routage. Donc en fait, tous les éléments qui tournent autour du routage. Et donc on est bien au niveau 3, puisque c'est ce qu'on avait vu dans les réglages. Enfin, tous ces réglages-là, OSPF, IGRP et tout, c'était bien au niveau des routeurs. Et les routeurs étant des équipements de niveau 3, on gère bien du coup l'adresse IP.
Donc là, ici, au niveau de la couche 3, les protocoles là, sont pas très durs à retenir du coup. Parce que c'en est beaucoup qu'on a utilisé ou qu'on a vu, du moins. Après, donc jusque là pour l'instant, non, non, ils vont éventuellement te dire que au niveau de la couche 3, tu peux retenir que c'est ça que les paquets peuvent être transmis en plusieurs, un fichier peut être transmis en plusieurs paquets, et ensuite qui est rassemblé à la fin, notamment avec justement les informations de l'entête. Mais ils vont pas aller chercher dans le détail de tout ça. Mais tu peux le retenir si jamais. Mais ils vont poser la question s'ils voient que tu accroches bien sur le truc et que tu as un peu de répondant, donc ils vont essayer de voir un peu jusqu'où tu peux dire des informations. Mais comme c'est pas forcément direct dans le programme, ils vont pas insister non plus s'ils voient que la personne ne sait pas trop plus que le détail de ça. Mais voilà, juste au moins dire s'ils interrogent sur le paquet ou la trame que dans l'entête il y en a un c'est l'IP et l'autre c'est les adresses MAC source destination. Même en AIS ils font pas le détail de tous les paquets et tout, ni des ni de la trame. Donc pas de questions sur les trois premières couches déjà. Oui. Parce que c'est les trois quatre premières couches et les plus importantes on va dire déjà surtout au niveau du TSSR. Les autres aussi, je dis pas que ça soit pas utilisable, mais des fois on va rentrer plus dans l'application, un peu plus dans la programmation des fois de certains réglages, donc alors que là on est vraiment sur les premières couches, vraiment sur le réseau brut et les échanges. Donc, niveau 4, couche 4, pardon, le transport. Donc justement, le transport, c'est ça qui va permettre de retransférer les paquets qui ont été perdus ou s'il manque des paquets au moment de rassembler. C'est la couche transport qui va permettre de vérifier si on est en TCP, que tout soit bien arrivé, et si tout n'est pas arrivé, de redemander ce qui manque. Ce qui évite du coup d'avoir des éléments qui manqueraient. Par exemple, si on était sur une page de texte et des images et tout, et que le serveur envoyait en UDP, et bah du coup vous pourriez vous retrouver avec des éléments de texte manquants, des photos à moitié chargées ou des morceaux de photos manquantes et tout. Parce que du coup il y a eu des informations qui sont arrivées, mais elles sont pas toutes correctement arrivées. Et du coup bah, vous vous retrouvez avec un site potentiellement qui serait bancal. Et donc c'est pour ça que souvent pour les vidéos, le streaming et tout, c'est envoyé directement comment il s'appelle, en UDP, parce qu'il n'y a pas forcément besoin que chaque image de la vidéo soit recontrôlée et soit confirmée. Mais du coup, c'est pour ça que des fois, vous pouvez vous retrouver avec des artefacts ou avec des moments où le débit diminue. Parce que des fois, il peut y avoir un peu plus de charge sur le réseau, que ça soit sur le vôtre ou ou sur les autres, ou sur le réseau entre vous, chez vous et la plateforme.
Et donc du coup c'est pour ça que des fois vous pouvez avoir des baisses de qualité qui est impactée chez vous. Donc le transport, c'est ça qui permet aussi effectivement que plusieurs applications, plusieurs équipements utilisent le réseau simultanément. Parce que s'il n'y avait pas ça, bah, il enverrait d'abord les paquets d'une première application, l'autre serait mis en attente et ainsi de suite. Donc ça serait pas très viable pour la fiabilité et la vitesse de transfert. Donc c'est lui qui va découper les morceaux, il va voir les différents ports, donc il va organiser ça va organiser les choses, le transport. Là, bah, c'est ce que je disais, réduction du débit si jamais il y a trop d'interférences sur le réseau, ou que le débit est trop élevé déjà sur le réseau, bah, c'est lui qui va du coup adapter par exemple pour les vidéos, c'est là que ça se voit le plus. Il va adapter la qualité pour que vous continuez à avoir la vidéo, mais vous allez avoir une image qui va être un peu moins de bonne qualité en fonction du niveau de congestion sur le réseau. Et là, il confirme que du coup, l'UDP, c'est bien pour le streaming, les jeux en ligne et tout, mais qu'il peut y avoir du coup des pertes. Et c'est la couche qui va aussi gérer les protocoles et les différents ports. Et donc après, si vous allez ici, donc il n'y a pas 15 000 choses, donc c'est surtout de retenir le TCP et UDP qui sont dessus. Parce que les autres, je suis pas certain de ce que c'est. RTP, j'ai peut-être une idée. Je crois que c'est Remote Transport Protocol. Real Time Transport Protocol. Donc ça peut permettre de réduire certaines latences et tout. Notamment par exemple pour les caméras et les enregistrements des caméras IP. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de décalage. Mais ça peut être en cumulé avec une autre plus classique comme le TCP. Mais bon, déjà si vous retenez au moins TCP, UDP et éventuellement le RTP, si jamais du coup quand ils vous demanderont de mettre des protocoles et des éléments en face, des couches. La couche 3 ne peut pas le faire. En fait, elle envoie directement à l'IP. A priori, elle fait pas le contrôle justement de savoir le volume de données. Elle a son paquet qu'elle envoie. Elle connaît pas les autres paquets qui sont sur le réseau. Donc je pense que c'est pour ça que la couche 3 devrait pas pouvoir le faire. Alors que lui, le transport, il sait tout ce qui est en train de se passer sur les câbles. Il connaît tous les paquets qui sont en train de circuler. Donc il voit le volume du coup de vitesse normalement. Enfin, faudrait que je me renseigne pour confirmer ou infirmer. Mais comme ça, là, c'est comme ça que je le vois. Je vais essayer d'y penser, tu m'y refaire penser tout à l'heure ou demain. Je vais voir si je vois quelque chose. Par rapport à la couche 3 et le contrôle de
congestion, mais pour moi, comme il voit que son paquet, il envoie son paquet. Lui, il fait pas il sait pas lesquels, qui a d'autres à envoyer des paquets, quoi. Donc session. Donc ça c'est pour du coup des échanges quand il y a besoin d'ouvrir une session, qu'il y a des vérifications à faire pour voir des autorisations. C'est ça qui va permettre de. C'est cette couche-là qui va permettre de gérer. Pour savoir s'il y a s'ils ont droit ou quoi d'accès, ou comme c'est marqué là sur un flux de données, s'il y a si c'était connecté et qu'il y a une perte de connexion, bah, il va revérifier la session pour être sûr que c'est toujours la bonne personne qui a bien droit de revenir et de reprendre où elle en était. Ce qui peut permettre d'éviter une usurpation d'identité, s'il n'y avait pas de revérification en cas de coupure. Donc normalement, par exemple, le contrôle SSH s'effectuerait au niveau de la session pour pouvoir rentrer dans l'ordinateur distant avec le SSH. Du coup, il faut bien mettre un code ou une clé ou avoir la bonne clé SSH pour ensuite pouvoir rentrer dans l'ordinateur. Donc là, ça se passera au niveau de la session, la vérification. Donc bah, du coup, ici, les vérifications, bah, c'est de vérifier les mots de passe ou s'il y avait une clé spécifique, vérifier que la clé soit bien reconnue, soit bien toujours présente à l'endroit nécessaire pour pouvoir accéder. Donc là, bah, c'est surtout le NetBIOS qui va servir de reconnaître les noms de machines et tout. Ici, il n'y a pas 15 000 trucs qu'on a forcément vus. SOX, en fait, c'est plus ou moins les sockets par quel biais se fait la connexion pour la vérification. Donc là, il n'y a pas 15 millions à retenir, au moins le NetBIOS. Et l'Apple Talk, c'est l'équivalent du NetBIOS pour les Mac. Donc après la présentation, éventuellement RPC, Robot Procedure Call, pour exécuter à distance du code. Donc du coup, il y a un échange entre les deux PC pour être sûr qu'il a bien l'autorisation. Donc présentation. Donc ici, c'est ce qui va permettre de commencer à traduire les données dans un langage qui va être visible pour qui va être déjà plus visible pour l'humain qui est derrière. Donc c'est là qu'il va vérifier aussi le chiffrement. Donc du coup c'est peut-être je vais vérifier, je suis peut-être trompé pour le SSH. C'est peut-être plutôt à ce niveau-là. Parce qu'il vérifie le chiffrement des données. Donc après ASCII Unicode, ça c'est les codages plus on va dire humains. Et il compresse les données pour aussi améliorer les éléments. Donc par exemple dedans on a
le SSL, mais on a également le MIME, c'est-à-dire le formatage des courriels, et dans lequel on peut avoir des pièces jointes, notamment. Et les pièces jointes, à l'intérieur du coup, peuvent être soit des photos, soit des vidéos, soit des liens. C'est pour ça que c'est marqué multipurpose, puisqu'on s'en sert pour plusieurs choses. Et au niveau des protocoles, bah là, il y a quand même pas mal, il y a plusieurs choix. Vous pouvez notamment retenir le XML, le HTML, le MIME, qui sont donc différents éléments graphiques en fait. Là, on commence à être vraiment sur du graphique. ASCII aussi, c'est un type de graphique plus simple, mais où on peut faire pas mal de symboles avec. Il y en a qui s'amusent à faire des dessins sur plusieurs lignes tout en ASCII. ASCII. Je sais jamais comment ça se prononce. Moi je dis ASCII, mais je crois qu'il y en a qui disent ASCII. Mais c'est la même chose. Donc là, retenir au moins HTML, MIME, XML, éventuellement ASCII, au niveau de cette couche-là. Bah, en fait, oui, c'est ça, c'est les codes ASCII qui sont à rentrer dans un clavier pour afficher un symbole. Un symbole ou une lettre qui va correspondre à ça. Là, j'ai pas de code en particulier, c'est pas ce que j'utilise, mais si vous tapez euh, code ASCII, on va prendre le premier. Il n'y a pas il n'y a pas les touches là. Si, je crois après, il faut faire CTRL ALT et le numéro de l'octet normalement. Il y a quelque chose comme ça pour faire les codes. Et donc là, du coup, vous trouvez tout le tableau ici de tous les symboles que vous pouvez faire en mode ASCII. Ce qui peut être intéressant des fois pour mettre par exemple dans des jeux genre des MMORPG, des fois certaines touches de clavier sont pas directement reconnues, mais avec le code ASCII on peut arriver des fois à mettre quand même. Donc voilà. Bon, après c'est pas ce que je me sers le plus particulièrement, mais ça ressemble à ça du coup. Donc là en code numéro HTML, je pense que c'est pour rentrer dans du code pour pouvoir les utiliser. Voilà, sachant que les deux premiers disent que c'est pas utilisable. Donc voilà, c'est parce que j'utilise personnellement le plus le code ASCII, mais c'est un élément graphique en faisant une combinaison de touches qui permet d'afficher certaines, certaines touches et caractères qui en fonction du mode où on est. Et ça, c'est les différents éléments qui permettraient de le coder éventuellement à l'intérieur d'un programme. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Voilà, il y a déjà des lettres ici. Mais après, c'est les accents. Les lettres, elles sont plutôt ici, à partir du 97 et au 41 si on veut en majuscule. Donc bon,
Après, c'est des outils un peu particuliers, mais ça fait partie de la couche 6 de la présentation. Et enfin, la dernière couche, c'est vraiment le... Là, c'est quand on est dans l'interface d'une application elle-même et des éléments qui permettent de bien faire fonctionner cette application. Et donc, en général, chaque application a son protocole particulier pour fonctionner, comme le HTTP, le SMTP, le FTP. Donc là, c'est quelques exemples. Mais si vous allez dans le tableau, il y en a encore plus. Mais donc là, c'est pas très compliqué d'arriver à en citer, quoi. Parce qu'il y a le DNS, FTP, FTPS, ou des fois c'est SFTP. Donc l'HTTP, l'HTTPS, l'IMAP pour la messagerie. L'IRC, c'est pour la discussion. Le NFS, c'est un format d'échange de fichiers. Le POP, c'est la messagerie. NNTP, c'est pour le serveur de temps. SMB, c'est pour le samba. SIP, on l'a vu, c'est pour la téléphonie. SNMP, ça peut permettre pour la détection pour la surveillance réseau, par exemple. Ça peut servir. TFTP, c'est une version un peu simplifiée du FTP qui sert dans certains cas. Notamment, par exemple, pour le WDS. Le WDS s'appuie sur le TFTP pour envoyer ces informations. Les autres protocoles de VoIP. Donc là, vous avez l'embarras du choix au niveau du protocole qui sont utilisés dans la couche 7, qui est la couche des applications. Quand vous envoyez l'information, et après les informations descendent les différentes couches pour remonter de l'autre côté sur la couche qui va bien. Donc voilà, j'espère que avec ce document et entre les deux documents qui sont là, ça a été un petit peu plus clair par rapport du coup aux couches. Des questions? Ok. Mais bon, ça de toute façon, je vous laisse le réviser. Je vous poserai des questions régulièrement dessus pour être sûr que ça vous arriviez à bien le réexprimer avec vos mots, même si c'est pas le plus précis, mais que ça soit compréhensible, la compréhension de ce qui est dans les couches pour le jury, pour qu'il voit que vous ayez compris quand même les différentes couches et les protocoles éléments qui seraient associés à ces différentes couches. Et donc là, si vous retournez, pas dans lexique, si vous retournez dans réseau, là après je vous laisserai le consulter. Il est dans réseau, voilà. Et j'avais mis un petit peu plus de détails sur sur le bit, la trame, le paquet, après les segments qui servent pour le transport. Datagram, c'est aussi le transport. Un peu comment c'est au niveau et les paquets au niveau d'une session. Par exemple, la session, c'est la couche 4, la couche 6 et ensuite la couche 7. Voilà. Mais c'est surtout au niveau des trois premiers, là, le bit, la trame, le paquet. Donc j'avais quelques détails supplémentaires dessus.
Donc soit en texte, soit après, vous pouvez aussi trouver sur YouTube ou sur Internet des sites qui vous en parlent aussi avec une autre approche. Mais au moins déjà, ça vous donne des détails supplémentaires et de bien confirmer quelle unité est liée à quelle couche du modèle OSI. Je sais pas là s'il parlait de la congestion. Ouais, là tu vois, Iliane là il parle de la dans l'entête TCP, il y a un élément par rapport au récepteur, savoir s'il est prêt à accepter et contrôler le flux de données. Donc c'est directement dans l'entête du TCP qui va permettre de savoir s'il y a déjà beaucoup d'éléments qui circulent. Donc voilà, ça je vous laisserai le reconsulter. Fragmentation assemblage, c'est la couche 4. Oui, attention. Attends. Je finis par m'embrouiller moi-même à avoir tout relu. Oui, c'est ça, le réassemblage, pardon, c'est couche 3. La couche 4 va vérifier après le réassemblage s'il y a bien tous les éléments. Mais c'est la couche 3 qui réassemble les données. Mais par contre, c'est la couche 4 qui va vérifier que tout a été bien réceptionné et tout dans l'ordre exploitable. Sinon, il va renvoyer un message d'erreur en disant il manque des morceaux. Quand ça a été rassemblé, il n'y a pas la même taille d'un côté que de l'autre. Donc il manque des morceaux, il faut me renvoyer les bons morceaux. Donc okay. S'il n'y a pas d'autres questions, bah, je vais vous laisser aller manger. Et on se retrouve d'ici à peu près 1 heure. Euh, les données, c'est-à-dire le moment où tu peux voir la donnée elle-même qui t'a été transférée, c'est ça? J'aime bien voir les données, où exactement c'est coupé et transféré En fait, à fond. c'est découpé dès le départ, en fait, au niveau de la couche 2, 3, sauf que la couche 3, elle va permettre du coup de... Enfin, c'est la couche 3 qui va découper et qui va aussi les recombiner en un seul morceau, ton paquet. Alors par exemple, tu envoies un fichier de 10 mégas, pendant le transfert, c'est découpé en X paquets, et après, c'est la couche 3 de l'autre côté réception, qui va refusionner ton paquet pour qu'il refasse les 10 mégas d'origine. Et après, tu as la couche 4 qui va vérifier si le paquet effectivement fait bien la bonne couche, enfin fait bien la bonne taille comme à l'initial, qu'il n'y a pas d'erreur dans le fichier. Et s'il y a des erreurs parce qu'il manque des éléments et tout, c'est la couche 4 qui va redescendre l'information pour redemander le nécessaire. Donc en fait, ces fragments, ta donnée d'origine, elle est fragmentée en morceaux pour circuler et après, une fois qu'elle arrive à l'endroit de destination, elle est refusionnée et contrôlée. Et c'est cette donnée-là que tu télécharges en fait. Je sais pas si c'est un peu plus clair ou si c'est ce que tu voulais ou c'était autre chose.
C'est ça, mais juste un grand texte ou une vidéo. Il D'accord. suffit de Je vais essayer de tout te... transformer en fragments et après Alors, on va sûrement arriver à trouver le ça. rajouter. Alors, dupliquer l'onglet. Alors, modèle OSI. Fragmentation. Reconstruction. Données. Est-ce qu'on trouve un truc en se tapant ça? Lui, peut-être lui. Sinon, si je fais données IP. Non, ça c'est pour fragmenter le réseau en lui-même. Ouais, peut-être celui-là là, qui montre du coup l'entête, les données. Ou celui-ci là. Est-ce qu'il n'y en a pas un de IP Connect des fois? Donc celui-là il est en anglais. Est-ce que déjà il y a des trucs un poil plus récents? Non, pas trop. Voilà, je pense que celui-là a l'air d'être pas Bonjour mal. tout le monde, bienvenue sur Tardé. On va essayer rapidement d'aller sur la taille maximale de 1500 bytes pour les données. Donc pour un paquet de 5020, il y a 14 champs au niveau de l'entité ici. Pour le euh, Celle-ci, je dirais celle que j'ai mis là, pour la fragmentation et tout, qui expliquerait un peu le détail. Ça c'est les classes, ça c'est l'onglet. صغر 1506 1481 فيه واحد لابارتي ديال الفراغمنت اوفست والفلاك. الفراغمنت اوفست كتعطيك الاوفست ديال هاد الاوفست هي Ouais, je sais pas, j'en ai une en arabe, mais je sais pas si c'est le... Ça pourrait t'aider. Mais voilà, tu peux arriver à trouver quelques vidéos sur ça. Donc est-ce que c'est à peu près ça que tu voulais? Voilà, il y a celui-là, tiens, qui a l'air d'être aussi pas trop mal. Bon, sur ce, je vous dis bon appétit.